Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Branchet TV. Merci de votre fidélité. Vous êtes plus d'une centaine inscrits pour suivre le live de ce soir. Un live qui est dédié à l'annonce de la maladie. Annonce difficile à délivrer du point de vue du professionnel de santé, car annonce difficile à entendre, bien sûr, du point de vue du malade. Alors avec moi pour en parler et en duplex, le docteur Maxime Boussageon, qui est oncopneumologue à Lyon, à l'hôpital Louis Pradel, dans le service du professeur Vincent Cotin. Bonsoir Maxime. Bonsoir Mathieu. Et puis sur le plateau, le docteur Patrick Georgiavordios, qui est anesthésiste réanimateur, médecin du périopératoire et président d'ASPRO, notre association de prévention du risque. Et comme d'habitude, tout au long de l'émission, vous pouvez bien sûr réagir ou poser toutes vos questions dans le chat et nous les traiterons autant que possible au fur et à mesure. Alors Maxime, c'est vrai qu'un pneumologue, il est souvent confronté à l'annonce de la maladie et en particulier du cancer. Et il y a sans doute des pistes pour envisager une annonce la plus sereine possible, probablement aussi des erreurs à ne pas commettre. Oui, alors moi je vous parle donc de l'annonce de ce que je connais essentiellement, puisque moi je suis pneumologue et je suis spécialisé en cancérologie thoracique. Donc effectivement, des annonces de maladies, de rechutes, j'en fais un certain nombre. Alors, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif sur la question et d'être très théorique. Je suis pas psychologue. Sur le plan pratique, il y a beaucoup de gens parmi vous qui réalisent des annonces quotidiennement et probablement aussi plus que moi. Donc, c'est pour ça c'est intéressant de pouvoir en discuter ensemble et bah voilà, de connaître votre expérience, d'avoir vos réflexions sur ça. Je pense que dans la présentation qu'on va faire ce soir, il y a beaucoup de choses qui vont vous paraître évidentes, et tant mieux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi du bon sens. Il y a des choses auxquelles on se dit, bah oui, ça paraît clair, même si j'y pense pas forcément. Et l'idée, c'est de faire un petit peu une synthèse de tout ça. Je pense que c'est utile de se poser la question, enfin de se poser sur le sujet pour identifier pourquoi c'est difficile de faire une annonce de maladie grave. Et comment on peut faire pour la rendre non pas facile, mais un peu plus confortable pour nous déjà, parce que quand on enchaîne des annonces difficiles sur une journée, on se sent souvent à la fin psychologiquement, émotionnellement complètement à plat, et puis surtout pour le patient, puisque c'est un tournant en général dans leur vie. Enfin, je pense qu'on peut le dire. Il y a un avant, un après l'annonce de maladie grave pour ce que ça apporte d'impact sur leur espérance de vie, sur le handicap, sur leur vie sociale, sur globalement tous leurs projets futurs. Donc moi, je vous dis, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire la cancérologie, en particulier la cancérologie thoracique. Donc, il y a beaucoup de situations qui peuvent se retrouver, y compris pour d'autres maladies qui n'ont rien à voir. Mais il y a beaucoup de leçons finalement à tirer de la cancérologie dans ce domaine-là, comme par exemple aussi dans les soins palliatifs, puisque l'histoire a fait que la cancérologie s'est beaucoup développée dans cette direction-là. À défaut d'avoir des traitements très efficaces pendant très longtemps, ça a été, en dehors de la chirurgie bien sûr, ça a été très tourné sur les soins de support et la communication avec le malade. Hop, alors c'est la diapo. Donc, pourquoi aborder le sujet? On en a déjà un petit peu parlé, mais c'est entre autres parce que bah, on n'échappe pas à l'annonce de maladies graves. Euh, je pense que tout à l'heure, j'essayais de voir, je pense que tous les médecins ils sont confrontés à un moment, certains plus que d'autres. Et c'est essentiellement le cas dans le cadre des maladies chroniques. Il y a 20 millions de patients en France qui sont atteints de maladies chroniques. Alors, on compte dedans les hypertendus et les diabétiques non compliqués, mais finalement, c'est des situations qui peuvent se prêter à des annonces difficiles parfois. Donc, c'est un exercice qui est extrêmement fréquent, pour certains qui est même quotidien, et qui peut être source de désespoir pour le patient, bien sûr, ça on le comprend assez bien, mais aussi pour les cliniciens. Et ces difficultés-là, en fait, on peut les retrouver à différents niveaux. On peut d'abord rencontrer des difficultés qui sont liées à un manque de connaissances. Quand je dis manque de connaissances, ça peut être à la fois des manques de connaissances sur la maladie en elle-même, des manques de connaissances scientifiques, quand c'est des choses auxquelles on n'est pas habitué. Quand on parle de maladies rares, par exemple, qu'on connaît mal,
quand on parle de maladies qu'on n'annonce pas habituellement. Enfin, moi, par exemple, quand on découvre une masse pulmonaire et je me retrouve à faire une annonce de lymphome, bah, c'est une maladie que je connais mal. Donc, je ne suis pas à l'aise pour en parler, par exemple. Ça peut être des difficultés liées à une mauvaise connaissance du dossier du malade. Et ça, c'est des choses auxquelles vous avez probablement été confronté quand on voit un malade, quand on remplace un confrère, par exemple, ou quand on voit une famille ou un malade lors d'une astreinte ou d'une garde. On connaît souvent mal le dossier, on se retrouve parfois à faire des annonces difficiles à une famille quand un proche décède. C'est des situations qui mettent mal à l'aise, souvent parce qu'on connaît mal, on a l'impression qu'on n'est pas légitime et qu'on n'a pas le bagage, on pourrait dire, pour faire une annonce dans de bonnes conditions. Donc le manque de connaissances, c'est vraiment des choses qui peuvent rendre très inconfortable. Ensuite, il peut y avoir des difficultés qui sont liées au contexte de l'annonce. Alors le contexte, c'est un mot un petit peu fourre-tout, mais l'environnement global, on fait une annonce pas au bon endroit, pas au bon moment. On parlera tout à l'heure des annonces qui sont faites le vendredi soir, voilà, quand les gens sont tout seuls, mais ça peut être aussi parce qu'on fait une annonce à des personnes auxquelles on n'est pas habitué, parce que c'est des enfants. On fait des annonces à des personnes qui parlent mal français ou des personnes qui sont isolées. Bref, des situations qui peuvent nous mettre aussi en difficulté parce qu'on n'est pas habitué à ce contexte-là. La difficulté à laquelle on pense souvent quand on parle d'annonce, c'est la difficulté qui est liée aux réactions des patients, qui peuvent être très variées. Il y a des mécanismes de défense qu'on connaît bien et qui varient selon les gens, qui peuvent être parfois des réactions de sidération, des réactions même de déni complet, des réactions à l'inverse qui peuvent être explosives, des gens qui vont être dans la colère, dans les hurlements, ces choses où, parfois, ou dans des pleurs vraiment voilà, incessants, et on est parfois un petit peu gêné. Alors on a le geste de tendre la boîte de mouchoirs, qui est un bon geste, hein, c'est un geste de compassion, et c'est des situations qui peuvent gêner et rendre inconfortable, et au final rendre l'annonce difficile aussi pour le médecin. Et puis enfin, il y a une difficulté qui est majeure, qui est la difficulté inhérente à la gravité du moment. Quand on annonce une maladie grave, l'annonce est forcément difficile. Et ça, on ne peut pas s'en passer. Il y a une citation que j'ai retrouvée d'une psycho-oncologue qui a beaucoup écrit sur le sujet, qui s'appelle Martine Rusniewski, et qui écrivait avec une autre médecin, Carole Bouleuk, l'annonce porte en elle-même une part d'impossible. Je trouve que cette phrase, elle est assez forte parce qu'on se rend bien compte que c'est une confrontation entre notre réalité médicale. On donne une information qui est pour nous claire, scientifique. Vous avez un cancer, voilà. Et donc ça, c'est notre réalité, c'est ce qu'on va délivrer au malade. Et en face, c'est presque la réalité existentielle de la personne qui est percutée par cette annonce et du jour au lendemain qui voit sa vie basculer. D'ailleurs, c'est souvent un terme que les gens utilisent. Qui d'un coup se retrouve confronté au fait qu'il est mortel, au fait qu'il va potentiellement perdre son autonomie dans un délai plus ou moins court. Et ça, c'est quelque chose qui fait que l'annonce ne peut pas être facile. D'ailleurs, il y a une phrase qui synthétise assez bien les choses et que je dis souvent aux étudiants, aux personnes effectivement dans les formations, c'est il n'y a pas de bonne façon d'annoncer une mauvaise nouvelle, mais il y en a des mauvaises. Et c'est aussi l'enjeu aujourd'hui, c'est de parler de ces mauvaises façons de faire. Enfin, c'est un terme un peu général, il faut pas le prendre pour soi quand on fait des erreurs, j'en fais aussi. Mais il y a des choses à éviter pour limiter l'inconfort pour le médecin, ça c'est déjà quelque chose d'important, et limiter les dégâts d'une mauvaise annonce pour les malades. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça c'est un bouquin que je vous conseille, hop là, ça marche pas. Un bouquin que je vous conseille à tous, c'est le livre de Robert Buckman, qui est un médecin canadien, qui a écrit S'asseoir pour parler, qui est un guide très pratique sur l'annonce difficile, et qui aborde beaucoup de sujets très différents et de façon vraiment très pratique. Il n'entre pas dans je vais pas dire des liens, mais en tout cas des idées de psychologues, etc. C'est vraiment à destination des médecins et c'est assez bien fait. Bon. J'aime bien, quand on parle de ce genre voilà, de situation difficile, de repartir des définitions. Quand on parle d'annonce de mauvaise nouvelle, c'est quoi une annonce, c'est quoi une mauvaise nouvelle? Ça paraît bête, mais c'est des choses qui, en réalité, portent déjà un sens important.
La mauvaise nouvelle, la définition qui revient la plus souvent, c'est une information qui affecte inéluctablement et sérieusement la vision du futur d'une personne. Donc ça veut dire on est déjà sur ce qui va se dérouler après. On n'est pas juste sur l'information du moment, on est sur qu'est-ce que ça va impacter sur le futur. C'est une information que nous, on souhaite au maximum objective. Voilà, c'est notre côté scientifique qui fait que on dit, bah voilà, j'ai un résultat anatomopathologique ou j'ai des résultats d'un examen qui me confirment telle maladie spécifique, voilà, avec tel traitement. On a nos recommandations bien en tête et notre façon de faire. En réalité, cette information-là, elle va être différente d'un médecin à l'autre, elle va être perçue différemment aussi d'un patient à l'autre. En fait, elle est empreinte de notre expérience, de notre subjectivité, et on ne va pas faire les mêmes annonces à deux moments différents, et on délivre jamais réellement la même information dans des situations qui semblent pourtant identiques. La définition de l'annonce, elle est plus difficile parce qu'il y a plusieurs sens en fait au mot annonce. Alors là, j'ai juste ouvert le petit Robert et la première définition, c'est annoncer, c'est faire savoir, signaler. On est livreur Amazon, quand on délivre l'information, on la dépose devant le patient. Mais en fait, il y a un deuxième sens qui est prédire. Quand on annonce, en fait, on est dans anticiper les choses, prédire le futur. Et c'est ça, en fait, la grosse difficulté. C'est on est entre les deux. On doit délivrer une information qu'on connaît, mais on doit en déduire des éléments du futur en termes de traitement, de pronostic, etc. Il y a quelque chose qui manque, qui est fondamental là-dedans, et on va beaucoup en parler, c'est que, annonce de mauvaises nouvelles, on a l'impression qu'on est tout seul devant une personne amorphe ou qu'on est tout seul devant une foule. En fait, cette annonce, c'est pas juste le médecin, c'est un temps d'échange avec le patient qui est essentiel. Un temps d'échange qui est très, très asymétrique, parce que nous, on va asséner l'information, on est la personne qui sait, et souvent le patient va être démuni, il s'en remet complètement à nous, à notre connaissance, voilà, à notre expérience. Mais il y a vraiment, c'est quand même un temps d'échange. Même si c'est asymétrique, c'est un temps d'échange. Pourquoi c'est important? Bah parce qu'il va falloir prendre le temps d'écouter le malade. On n'est pas juste à débiter son information. L'écoute du malade lors de cette phase d'annonce, lors de ces phases d'annonce, elle est essentielle pour savoir comment bien délivrer l'information derrière. Donc ça, c'est essentiel. Écoutez les patients, prenez le temps de les écouter. On va voir aussi qu'avant même de délivrer l'information, il va falloir savoir d'où on part, ce que le patient veut savoir et jusqu'où on va. Donc, tout ce qui est répondre à ces questions, bien sûr, reformuler l'information au cours de la même consultation et surtout après, c'est des choses qui sont très, très importantes. Il faut adapter l'information au malade, il faut pas lui mentir, bien sûr, il ne faut pas lui donner non plus de faux espoirs, il faut rester humble par rapport à ce qu'on sait, et ça, c'est des choses qui vont être essentielles dans l'annonce. Alors, je vais faire un petit détour avant de revenir sur le cadre de l'annonce à proprement parler, sur ce qu'on appelle la démarche centrée sur le patient ou approche centrée sur le patient. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est quelque chose qui est maintenant assez répandu et qui intuitivement, finalement, aujourd'hui, fait vraiment la base de la relation entre médecin et patient. C'est une démarche qu'on dit holistique parce qu'elle concerne le malade, elle considère le malade comme un tout, mais pas juste comme une somme d'organes. Bon, ça, c'est un petit peu des fois notre biais, surtout quand on est médecin spécialiste ou voilà, chirurgien d'organes, forcément, on parle au malade d'une maladie et souvent d'un organe. La démarche centrée sur le patient, elle permet justement de faire un pas de côté, d'intégrer le malade dans cette discussion. Et en fait, ce qu'elle pose vraiment comme base, c'est de dire qu'il y a une complémentarité essentielle entre l'expertise professionnelle, la vôtre, la mienne, et l'expérience du patient. Et le patient n'est pas juste sujet de ce qui lui arrive, de sa maladie. Il a un vécu antérieur à la maladie, il a un vécu de ses symptômes, il a des représentations de sa maladie, de ses symptômes et de tout ce que vous lui racontez, que ce soit les traitements de chimiothérapie, la chirurgie, etc.
qui vont avoir un impact sur la décision derrière. Donc, il faut comprendre le vécu du patient. Il faut comprendre ses attentes, donc il faut lui poser la question. Il faut comprendre ses représentations et puis ensuite, il faut, dans votre démarche, les intégrer dans la démarche de soins. Quand on dit quand on se dit, on a lu le dossier, on se dit, bon, bah voilà, ce patient-là, je sais qu'il a telle maladie à tel stade, moi je connais mon métier, il faut lui proposer ça, proposer tel traitement, telle chirurgie. Quand vous lui parlez, vous vous rendez compte que ben, lui, il est réticent pour X raisons parce qu'il a peur. Souvent, c'est ça, parce qu'il y a des gens dans sa famille qui ont eu des choses qui rapportent à ça et qui lui évoquent de mauvais souvenirs ou parce que c'est quelque chose voilà, qu'il ne sent pas. C'est important de décortiquer ça, de comprendre. C'est ça, hein, comprendre c'est son vécu. C'est pas forcément l'accepter tel quel, hein, c'est décortiquer un petit peu les choses. Pourquoi vous voyez ça comme ça? Pourquoi lui expliquer pourquoi c'est différent? Lui expliquer aussi les alternatives, parce que c'est rare qu'on ait un traitement unique et rien d'autre à côté. Enfin, moi, je prends l'exemple du cancer du poumon. Quand un malade jeune, en bonne santé, avec une bonne fonction respiratoire, refuse une chirurgie pour une tumeur localisée, euh, souvent on a d'autres choses à lui proposer. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est important de l'intégrer, de ne pas le juger par rapport à ça et de lui faire comprendre les avantages et les inconvénients pour, au final, c'est le troisième point, partir d'une compréhension partagée du problème, c'est-à-dire lui expliquer, vous, ce que vous comprenez de la situation, ce que vous savez de ce type de problème, comprendre aussi sa position et à partir de là, dégager des solutions qui peuvent convenir aux patients. L'objectif étant avant tout qui reste dans un parcours de soins. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est le patient perdu dans la nature parce que là, en général, il y a de grandes chances que la situation s'aggrave et que personne ne vienne améliorer les choses. Et puis ensuite, bah, en fonction de ce qu'il souhaite, bien sûr, organiser le suivi, les traitements et la réévaluation. Cette démarche centrée sur le patient, elle n'est pas spécifique à rien du tout, ni à la cancérologie, ni même à l'annonce de maladies graves, mais c'est vraiment un préambule, une façon de considérer la relation médecin-malade qui permet vraiment de comprendre les bases saines d'une annonce de maladie grave. Ça permet donc d'améliorer la relation médecin-patient, ça c'est assez logique, hein. Quand on écoute le malade, qu'on arrive à échanger avec lui et qu'il entend que vous avez compris et entendu ses représentations, ses questionnements, il vous fait forcément beaucoup plus confiance que quand il vous considère juste comme quelqu'un de très technique qui a peut-être de très bonnes compétences, mais qui, à côté de ça, ne va pas forcément répondre à ses attentes. Ça a montré hein, dans la littérature scientifique un net bénéfice sur la qualité de vie des patients et puis sur leur observance thérapeutique. Et ça, c'est assez logique, hein. Un patient qui a compris le but du traitement et qui est prêt à prendre les risques, etc., en connaissance de cause, va forcément beaucoup plus suivre le traitement que celui qui n'a rien compris. Ou vous a dit oui pendant la consultation, mais au final refuse de le prendre. Maintenant qu'on a voilà, évoqué les bases théoriques, psychologiques, presque déontologiques hein, sur la relation médecin-malade et l'annonce de maladies graves, on va parler un peu du cadre formel qui existe dans le cadre du cancer, même si finalement il est extrapolable à beaucoup de maladies graves. Vous avez probablement, notamment ceux voilà, qui font de la cancérologie, enfin, vous avez connaissance du dispositif d'annonce du cancer qui a été créé dans les suites du premier plan cancer, donc ça fait maintenant une vingtaine d'années, et qui a formalisé donc ce dispositif d'annonce du cancer qui a évolué hein, depuis, avec dernièrement des recommandations de l'INCa à ce sujet, et qui se décompose maintenant en 5 temps. Le premier, c'est le temps d'annonce, donc voilà, c'est pour le cancer, mais on peut extrapoler pas mal de choses. Le temps d'annonce pour la suspicion diagnostique, où ça, c'est souvent le médecin traitant, parfois le radiologue aussi, qui peut être amené à faire, voilà, on a découvert quelque chose de suspect sur une imagerie, sur un bilan sanguin. Il va falloir qu'on pousse les examens et c'est possiblement quelque chose de cancéreux. Alors, cette décomposition en 5 temps, c'est comme toujours, c'est très artificiel.
Ça se fait pas forcément chez tous les malades comme ça. Et il y a des situations où ça peut être le malade qui lui-même suspecte son cancer parce qu'il tousse et qu'il perd du poids. Ça peut être le médecin traitant qui, avant même d'avoir demandé un examen, dit j'aime pas bien ce que j'entends, j'aime pas bien ce que je vois. On va demander des examens, je suspecte quelque chose. C'est pas toujours dans cet ordre, enfin, c'est toujours dans cet ordre-là, mais c'est pas toujours décomposé de cette façon-là. Bon, ça a le mérite d'exister, et puis ça permet au moins de se rendre compte qu'il y a vraiment une évolution dans le temps. Ensuite, le temps d'annonce de la confirmation en diagnostic, ça c'est souvent le médecin spécialiste, et puis dans le cadre du cancer, c'est souvent l'oncologue, que ce soit le chirurgien ou le médecin. Ça permet, ce premier temps d'annonce, d'identifier éventuellement les nécessités de soins de support, que ce soit sur le plan nutritionnel, le contrôle des symptômes, psychologique, assistante sociale, etc. Ça permet justement d'anticiper les difficultés en se disant la maladie grave va avoir un impact sur de multiples plans, physiques, psychologiques, social, etc. Et pour éviter de devoir rattraper une situation catastrophique à la fin, il faut anticiper et dès le premier temps de l'annonce, finalement, commencer à se poser ces questions des soins de support. Troisième temps, qui est parfois réuni en un seul temps avec le deuxième, c'est le temps d'annonce du projet thérapeutique, que ce soit dans le cancer, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, mais voilà, c'est applicable à toute maladie, où on identifie de nouveau les éventuels besoins en soins de support et, chose particulière, on remet le plan de soins au malade. Bon, là, en tout cas, on part sur un projet bien identifié et qui permet aussi aux patients de se projeter. Ça, c'est très, très important. C'est très difficile d'avoir de l'espoir quand on ne sait pas, entre guillemets, à quelle sauce on va être mangé. Quand on ne sait pas ce qui nous attend, quand on ne sait pas comment les choses vont s'organiser. Et très souvent, l'annonce diagnostique est difficile parce que c'est un choc, l'annonce, mais aussi parce qu'il y a une phase d'inconnu. Alors que l'annonce du projet thérapeutique, elle peut être difficile parce que les chimiothérapies, la chirurgie, quand on parle d'effets secondaires, c'est difficile, ça fait peur. Mais le fait de pouvoir se projeter un petit peu, ça aide énormément les gens. Et souvent, d'expérience, cette annonce-là, elle est souvent moins difficile que les deux premières. Après, il y a un temps d'annonce d'accompagnement par un soignant, qui peut être une infirmière de coordination, quand on a la chance d'en avoir, mais qui peut être un psychologue, qui peut être des infirmiers libéraux qui y sont formés, qui permet de reformuler l'information donnée par le médecin qui a fait l'annonce, qui permet aussi d'identifier d'autres problématiques, hein. C'est un regard différent, non seulement d'une autre personne, mais d'un autre corps de métier, et qui peut permettre parfois de compléter la prise en charge. Et c'est quelque chose d'extrêmement utile. Et puis en dernier, si on veut, qui est le temps de synthèse. Ça, c'est vraiment quasiment l'apanage du médecin traitant, qui souvent connaît le malade depuis bien plus longtemps, qui connaît un petit peu justement mieux l'histoire, les antécédents et puis le psychisme du malade. Et ça permet justement de raccrocher les wagons parfois, notamment quand il y a des annonces un petit peu difficiles, des gens qui n'ont pas tout compris. Ça permet de vraiment d'améliorer l'observance et d'améliorer la compréhension des gens. Bon, ce cadre, je vous disais, il est un petit peu artificiel, il a le mérite d'exister, et le document de linkage, je vous le conseille parce il est dans l'ensemble assez bien fait, il détaille ces différents temps, et il donne aussi des exemples très concrets à comment réagir face à telle situation, telle situation. Bon, c'est des petites astuces qui peuvent être intéressantes. Je trouve que ça donne surtout deux enseignements principaux. Le premier, c'est la temporalité. On se rend compte que cette annonce, elle se fait en plusieurs étapes. Elle s'étale dans le temps. C'est quelque chose vraiment de dynamique qui se fait pas. C'est pas un one shot, l'annonce. Même quand on pense que ça va l'être, ça l'est jamais, parce qu'il faut souvent revenir dessus. Même quand on annonce des maladies aiguës, même finalement quand on annonce un décès à quelqu'un, on se dit, bah voilà, on annonce une fois, on va pas l'annoncer 10 fois. Bah, même dans ces situations-là, en fait, il faut des fois revenir à la charge, pas forcément la même personne, mais des fois, ça va être le médecin traitant, un psychologue, etc. Parce qu'une annonce difficile se fait jamais en un temps. Et puis l'autre enseignement, c'est la pluridisciplinarité de ce dispositif. Et finalement, la pluridisciplinarité, c'est un élément essentiel dans l'annonce. On n'est jamais tout seul face aux malades.
On peut se faire accompagner effectivement d'infirmières de coordination, voilà, d'IPA, de psychologues. On est aussi souvent aidé d'autres médecins, notamment le médecin traitant. Quand après, il y a des prises en charge pluridisciplinaires, le chirurgien, le radiothérapeute, l'oncologue, le médecin de soins de support, etc. Donc on est finalement beaucoup. On est beaucoup souvent à donner des informations complémentaires aux malades. Et ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Quand vous faites une annonce aux malades, vous n'êtes pas tout seul. Il y a une phase, Maxime, où on est peut-être un peu plus tout seul que les autres, c'est au moment de l'annonce de la suspicion. Et là, dans le chat, Barbara Marot nous dit qu'elle trouve peut-être parfois plus difficile l'annonce de la suspicion que l'annonce du diagnostic, où on va pouvoir aller plus loin. Oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Pour tout dire, je me suis rendu compte, avant, je travaillais en centre de lutte contre le cancer. Et l'avantage, c'est que quand les gens arrivent au centre de lutte contre le cancer, ils savent à peu près qu'ils vont avoir un cancer. On va leur annoncer un cancer. Là, je fais la même activité. Je suis oncologue thoracique, mais dans un service de pneumologie. Et je vois beaucoup plus souvent des gens qui ne savent absolument pas. On découvre un nodule, des choses comme ça, et ils ne sont absolument pas au courant. Et quand on parle justement de cette annonce, de ce début d'annonce, c'est ce que je disais, hein, quand l'annonce de proposition thérapeutique, elle est souvent beaucoup plus facile que l'annonce de cancer ou surtout de suspicion du cancer. C'est parce que déjà, on est les premiers à passer par là, donc forcément, il y a vraiment le premier coup de massue qui tombe. Et en plus, la grosse difficulté, c'est que souvent derrière, il y a un temps, il se passe un temps qui est, quand on a de la chance, de quelques jours, quand on n'a pas de chance, de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, où on n'a pas encore de diagnostic. Et cette attente, elle est souvent extrêmement angoissante pour les gens. Et vraiment, et moi je leur dis, la phase voilà, les prochaines semaines vont être difficiles. Alors, je leur dis souvent aussi, parce que voilà, le cancer du poumon, on le découvre, c'est une maladie qui fait peur, une maladie grave. Je leur dis souvent, ce cancer n'est pas arrivé du jour au lendemain, il est probablement là depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, quand ce n'est pas plusieurs années. Le temps qu'on va prendre là, dans les prochaines semaines pour avoir un diagnostic, il est important. On va essayer de le raccourcir au maximum, mais c'est un délai qui est parfois nécessaire parce que les examens, on ne les a pas du jour au lendemain. Et le fait de leur dire, c'est difficile. On va en parler un petit peu après, justement, de ça, de mettre des mots sur les angoisses du patient. C'est important. Ça permet de les reconnaître. Ça permet de se rendre compte que c'est normal. Et de lui dire, c'est normal, cette période-là, elle va être angoissante. On peut vous aider. C'est aussi un moment où je prescris parfois des anxiolytiques aux gens, parce que c'est une période qui va être très stressante pour eux. Je pense qu'il ne faut pas leur mentir. Vraiment, dans ces cas-là, il faut rester le plus honnête possible et dire, je pense, c'est probablement un cancer, je peux me tromper, mais ça y ressemble, ou j'ai une suspicion, j'en suis pas sûr, il va falloir qu'on le confirme, et ça en général, ils le comprennent les gens, et de reconnaître, de leur dire c'est normal d'être stressé, cette période-là va être difficile, on va faire les examens dans un temps court, où je vais vous envoyer vers un spécialiste dans le temps le plus court possible, ils peuvent l'entendre. Et ça permet, le simple fait de dire ça, ça permet aussi de les aider et leur dire, bon, bah, on va faire le maximum. Ça va être angoissant pour vous. Et puis, une fois qu'on aura un diagnostic, ce sera pas facile à entendre, mais au moins, on est fixé, entre guillemets, et ça permet aussi d'avancer et de se projeter. Donc oui, mais je suis d'accord, hein, je trouve que la suspicion diagnostique, elle est difficile. Et quand j'étais justement en CLCC, finalement, le plus gros du travail, il était fait. Parce que j'annonce aux gens, vous avez un cancer. Oui, oui, je m'en doutais, on m'a déjà dit. Oui, mais là, j'en suis sûr. Donc, je suis bien d'accord. L'annonce de suspicion diagnostique, elle est difficile. Bon, ça, je passe, c'est le petit schéma de l'INCa. Il y a en plus de ces recommandations-là, enfin dire du guide, des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui commencent à dater un petit peu, là, elles ont plus d'une quinzaine d'années, qui ont l'avantage de se pencher plus spécifiquement sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la consultation d'annonce, vraiment la partie où on est face au malade et où on doit lui dire vous avez une maladie grave. Il le décompose en trois parties et je trouve que c'est assez bien fait. La première, c'est avant l'entretien, avant l'annonce. Une annonce, ça se prépare. Même si c'est 5 minutes avant, ça doit se préparer. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà se poser des questions, nous, sur nos connaissances, sur le patient, sa maladie, son traitement. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'inconfort qui est généré par le manque de connaissances sur le dossier ou sur la maladie, c'est quelque chose qui est source d'erreur dans l'annonce.
quand on annonce une maladie qu'on ne connaît pas ou dont on ne connaît pas les traitements, par exemple, on sera tenté d'y aller au bluff. Et c'est quelque chose qui est vraiment à éviter absolument. Donc, il faut vraiment se renseigner avant sur la maladie, les traitements, sur est-ce que je connais bien le dossier du malade. Alors là, le traitement, c'est la chirurgie. Ah bah non, je vais pas lui proposer la chirurgie parce qu'en fait, il a une cardiopathie euh, très sévère et il a insuffisance rénale chronique prédialysée, etc. Non, en fait, je ne vais peut-être pas lui dire ça parce que sinon, ça va me perdre alors qu'il n'aura jamais de chirurgie. Bref, se poser sur le dossier du patient et réfléchir, répéter en fait un peu avant sur comment je vais faire pour annoncer, c'est extrêmement important. Ça permet aussi de se poser des questions sur soi, sur pourquoi est-ce que cette annonce va être difficile, qu'est-ce que je vais trouver difficile moi dans l'annonce, quel aussi va être mon rôle à venir dans la prise en charge du malade. Parce que la question va se poser derrière. Hein. Est-ce que vous êtes juste le relais, par exemple, vous êtes le médecin traitant, vous découvrez un lymphome, bah, vous allez être le relais vers l'hématologue et puis ensuite vous allez probablement passer la main. À l'inverse, si vous annoncez au malade un cancer du côlon et que vous êtes chirurgien digestif, bah, a priori, vous allez avoir pas mal de choses à raconter derrière. Donc vous allez pouvoir parler un petit peu derrière de ce qui va se passer. La deuxième étape, ça va être lors de la rencontre avec le patient, lors de l'entretien, qu'est-ce qu'il sait déjà? Très important, en fait, il faut recueillir d'abord des informations. Vous d'ailleurs regardez les en-têtes là, des trois cadres pour ces recommandations, et on se pose des questions avant, on obtient des informations après, et puis on se pose des questions à la fin. Il n'y a même pas tellement la partie de délivrer l'information, hein, paradoxalement. Alors, c'est intégré dedans, bien sûr, mais euh, l'élément central, c'est obtenir des informations du malade quand on le rencontre. Il faut partir de ce qu'il sait déjà. Ça, c'est essentiel. Il faut savoir ce que le malade sait. Donc, moi, je commence toujours mes annonces par, notamment quand je ne connais pas un malade, qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'on s'est dit avant? Qu'est-ce que vous avez compris de la situation? Euh, alors parfois, ils savent pas du tout le dire. Et puis bon, quand on y va un petit peu en catimini pour dire, bon, là, vous avez compris. Ah ben oui, oui, j'ai compris que j'avais un cancer. Bon, des fois, on y va vraiment par étapes pour pas le brusquer. Et ça, c'est très important. Ça permet vraiment de se mettre à son niveau, de repartir de ce qu'il sait, de ce qu'il ne sait pas, pour reformuler. Il faut aussi lui poser la question de ce qu'il souhaite savoir. Ça, c'est essentiel parce qu'il y a des situations, la plupart du temps, les malades veulent savoir tout ce qu'on peut leur donner, mais parfois, ce n'est pas le cas. Et donc ça, c'est important aussi de ne pas aller plus loin que ce que le malade souhaite savoir. Ça peut être simplement, d'ailleurs, ils l'écrivent comme ça, est-ce que vous souhaitez connaître tout le détail ou est-ce que vous voulez savoir les grandes lignes, simplement? Des fois, les gens, pour ne pas être perdus, ils veulent juste connaître à peu près ce qui se passe. Il faut connaître aussi un petit peu comme font les psychiatres quand ils évaluent le risque de suicide. Ils évaluent aussi les facteurs protecteurs de passage à l'acte et au contraire les facteurs de risque de passage à l'acte. Ben là, c'est un petit peu ça. Quels sont les facteurs de risque que le malade enfin, n'adhère pas au plan de soins, qu'il n'y ait pas une bonne relation, quels sont au contraire les facteurs protecteurs qui font qu'il va vouloir participer, etc. Ça peut être parce que ben voilà, il a une famille aidante qui le soutient. À l'inverse, s'il a des problèmes économiques, il va vouloir faire l'autruche peut-être au début. Bref, c'est des choses, des informations qui sont importantes à connaître sur l'environnement du patient. Et puis ces représentations de la maladie, on en a parlé avant. Il y a à la fin, se poser des questions à la fin, un élément qui est essentiel, c'est est-ce que j'ai eu le temps de lui annoncer ce que je devais lui annoncer? Est-ce que j'ai donné suffisamment de temps? À l'inverse, il ne faut pas non plus que des annonces qui durent des heures parce que les gens, ils ont une attention qui est très limitée. Souvent, ils sont sidérés, vous leur annoncez quelque chose de grave. Euh, Souvent, ils n'écoutent plus beaucoup après. Donc, il vaut mieux fragmenter l'information, mais du coup, il faut se poser la question, quand est-ce que je vais le revoir? Et ça, c'est très, très important. Il faut toujours qu'il y ait un rendez-vous après pour que le malade ait un jalon et puisse se dire, bon, bah, là, j'ai pas tout compris, mais le médecin, je le revois tel jour. Ça, pareil, ces recommandations, elles sont pas ultra complètes, mais je trouve qu'elles apportent deux informations essentielles. C'est d'abord que le patient est central là-dedans. Son point de vue, il est central dans la prise en charge et dans la décision de par ses dispositions de départ, ce qu'il a connu, les réactions au moment de l'annonce, etc. Et puis le deuxième point essentiel, c'est qu'en fait, ça fait vraiment la part belle à notre
capacité d'auto-analyse au préalable sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, sur comment on visualise l'annonce, à la fin sur comment est-ce qu'on a fait l'annonce, est-ce que je l'ai bien faite, qu'est-ce qui s'est mal passé, etc. Pour ensuite, derrière, continuer de s'améliorer. En pratique, là, tu peux nous expliquer un peu comment tu procèdes dans l'annonce, j'allais dire, sur le plan très concret. Comment est-ce que tu t'organises? Ouais, je vais en parler justement là. Sur le déroulement, là, je partais un peu du cadre classique. Et puis, il y a une méthode, enfin une méthode, euh, un moyen mnémotechnique qui est pas mal, qui est celui-là, le EPIS. C'est le médecin canadien qui a écrit S'asseoir pour parler, Robert Bachman, qui a théorisé ça il y a quelques années. Alors, en français, ça a été traduit en EPIS pour le E, c'est pour environnement, le P, c'est pour perception du patient, I pour invitation, je vais vous expliquer tout ça. Mais en gros, comment ça se passe, comment ça doit se passer idéalement une annonce? D'abord, il faut être très vigilant sur l'environnement. C'est assez chronologique, hein. C'est d'abord vérifier qu'on a l'environnement adapté, ensuite évaluer les perceptions du malade, etc. L'environnement, c'est un terme très global. En anglais, ils n'utilisent pas environnement, ils disent setup, la mise en place de l'annonce. Donc, c'est la mise en place à la fois sur l'organisation spatiale, le temps dédié, etc. Le fait de se dire, bon, bah, là, je ne fais pas une annonce dans le couloir, il faut que je fasse une annonce dans un bureau, on est au calme, je ne vais pas être dérangé par mon téléphone, donc il faut que je le file à mon collègue ou que je l'éteigne. Il faut que j'ai du temps devant moi, il ne faut pas que je fasse une annonce en me disant, il faut que je sois en une réunion en 5 minutes. Je ne vais pas faire l'annonce le vendredi parce que derrière, le malade, il va avoir aucune information complémentaire le samedi, dimanche, il sera peut-être tout seul, il va cogiter. Voilà. L'environnement, c'est déjà la partie physique. Et puis, c'est aussi la mise en place intérieure, c'est ce que je vous disais avant, c'est répéter, anticiper l'entretien. Est-ce que je connais bien le malade? Est-ce que je connais bien la maladie? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça et pour pouvoir anticiper les questions qu'il va me poser et anticiper les réponses que je vais lui donner? Donc ça, c'est la première partie, c'est l'environnement. Ensuite, le P, c'est pour perception du patient. C'est un peu ce que disait l'HAS. Il faut partir des perceptions du malade avant de dire, ça c'est crucial. Avant de délivrer l'annonce, il faut demander. Demander ce que le patient sait, demander ce que le patient veut savoir. C'est pas des fois quand je fais ça, j'ai l'impression de ménager le suspense entre guillemets, alors que le malade il a juste envie de savoir s'il a son cancer ou pas, mais pas du tout. C'est essentiel parce que derrière, ça vous permet de délivrer l'information comme il faut. Donc, on adapte bien sûr toujours l'information au niveau de connaissance et au mécanisme de défense mis en place. C'est-à-dire que des fois, on a envie de s'acharner sur un malade qui semble dans le déni. On a envie de s'acharner, de lui dire si, si, vous avez ça, vous aurez l'occasion de lui redire. Euh, les mécanismes de défense, ils sont bien connus, ils existent, il y en a beaucoup de différents, que ce soit ça ressemble un petit peu aux étapes du deuil, mais il y a des gens qui vont parfois adapter une posture du déni, d'autres qui vont adapter une posture d'humour, d'autres qui vont être complètement sidérés. C'est des mécanismes de défense, certains qui sont adaptés, d'autres qui ne le sont pas forcément. Il faut travailler là-dessus, il faut les identifier, il faut se faire aider par un psychologue, par d'autres personnes de l'entourage. Mais en tout cas, il faut pas forcément s'acharner contre. Ça peut être vraiment délétère. En tout cas, voilà, c'est essayer de comprendre les connaissances, les mécanismes de défense du patient, c'est vraiment très important. Tu réponds un peu là à une remarque dans le chat. Il est parfois difficile de ne pas être en porte-à-faux entre le respect du désir du patient de ne pas trop en savoir et notre devoir d'information. Et en fait, tu dis que ça peut venir dans un temps secondaire finalement. Et tu parlais de temporalité, on pourra se Oui. revoir. Alors, il y a, enfin, c'est marrant, disons, c'est révélateur. Il y avait des études qui montraient qu'il y a 50 ans, 50, 60 ans, même un peu plus que ça, il y avait, je crois, 90% des médecins qui étaient prêts à cacher le diagnostic de cancer. C'est aussi lié au fait qu'on n'ait pas beaucoup de traitements. Alors que, ne serait-ce que 20 ans plus tard, dans les années 70-80, c'était plus du tout le cas. C'était complètement inversé. Il y a 90% des gens qui, au contraire, allaient dire à leurs malades leur diagnostic. Cette information-là, le fait qu'on doive aux patients une information juste, honnête, loyale, c'est quelque chose qui est vraiment un devoir pour nous. Pour autant, dans la loi Kouchner de 2002, on a aussi le droit, enfin le patient, c'est le patient a le droit de demander à ne pas connaître son diagnostic.
enfin, a le droit de demander à ne pas être tenu informé. Et nous, il y a une exception quand même là-dedans, c'est si il n'y a pas d'impact finalement derrière, dire à un patient chez qui on ne va pas faire de traitement spécifique, vous avez un cancer, c'est pas une erreur, mais si le patient ne souhaite pas savoir ce qu'il a, c'est pas forcément utile. À l'inverse, moi, ce qui me gêne, c'est quand ne pas dire à quelqu'un qu'on suspecte un cancer et organiser des examens, une biopsie, un PET scanner, etc., pour au final passer de la chimiothérapie, lui dire c'est pas de la chimiothérapie, c'est des antibiotiques. C'est des choses qu'on entend des fois sur des vieilles expériences de médecins qui avaient entendu ça il y a 30, 40 ans. C'est des choses maintenant qu'on peut plus faire. Déontologiquement, c'est pas possible. Donc effectivement, on peut être tiraillé. Mais c'est pour ça, poser la question aux malades sur ce qu'ils souhaitent savoir, ce qu'ils souhaitent pas savoir. En général, c'est rare que les patients n'aient aucune idée de ce qu'on suspecte. Et quand on fait un examen, dire bah, ce qu'on attend, ce qu'on recherche, dire bah, là, cet examen-là, on va le faire parce que bah, potentiellement, il y a un cancer derrière. C'est pas forcément ça, mais il faut qu'on avance un petit peu dans les examens pour comprendre. Peut-être que le malade va dire bah non, en fait, je veux pas. Ça ne veut pas dire qu'on lui a caché l'information qu'on cherchait un cancer potentiellement, mais que, bah, il a le droit de dire non, j'ai pas envie de faire l'autruche, hein, mais c'est son droit et on le respecte comme ça. C'est important, bien dans ces cas-là, de tracer l'information et d'expliquer aux patients les risques de ne pas suivre votre avis. Vous êtes capable d'expliquer les risques à faire de tel examen ou de tel examen. C'est aussi important qu'ils comprennent les risques qu'ils prennent à ne pas faire tel examen et à ne pas avoir de diagnostic ou à ne pas faire de traitement. Hmm. J'essaie de dire vraiment que je ne les juge pas dans ces cas-là, que je peux comprendre leurs décisions, que moi, c'est important que je me sois assuré qu'ils aient bien entendu l'information que je leur ai donnée, que je reste disponible s'ils changent d'avis, que dans l'intervalle, je reste aussi là pour évaluer leurs symptômes et essayer de les soulager au mieux de mes capacités. Euh, mais voilà. En tout cas, c'est effectivement parfois difficile de faire la part des choses et de se situer entre donner trop de mauvaises nouvelles s'ils n'ont pas envie et bah, quand même pas passer à côté d'un traitement. Et ça, il faut en fait régulièrement parler aux patients. Et moi, ça m'arrive souvent d'ailleurs d'avoir des gens qui disent bah non, je veux pas faire d'examen ou je veux pas faire de traitement parce qu'il y a ça aussi, hein. Je Et te puis, propose, je te propose, Maxime, en qu'on avance un tout discutant, petit peu. Je discutant, n'essaie de pas t'interrompre parce qu'on laissera la parole aussi à Patrick qui fera un parallèle tout à l'heure avec un autre ouais. type d'annonce. Oui. Donc, hop là, je reviens sur mon truc. Donc, troisième point, bah, c'était l'invitation, justement, connaître ses attentes. On en a parlé à l'instant. Ensuite, le C, vraiment l'information qu'on doit délivrer au malade, l'annonce à proprement parler, enfin, l'information brute, quoi. Alors, elle est brute, en pratique, on va quand même la donner graduellement, en évaluant à chaque fois que le patient l'entend et l'accepte, entre guillemets. Graduellement, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas hésiter à faire des silences. On se rend compte souvent que quand on a un truc à débiter, bah, on a envie que ça aille vite. Donc, on enchaîne. On enchaîne. Alors voilà, vous avez ça, on a eu ça sur le scanner, il y a eu ça, donc le traitement, ça va être ça. En fait, on se rend compte qu'on parle des fois pendant 10 minutes sans s'arrêter, sans faire de pause, et le patient, en fait, il n'a rien entendu. Il faut faire des silences. Non seulement ça met vraiment l'emphase sur ce que vous venez de dire, quand vous voulez dire c'est une maladie grave, vous arrêtez, bah, le patient, il entend ça. Si vous dites le traitement va reposer sur une chirurgie, vous pouvez aussi faire une pause sans forcément détailler la voie d'abord, etc. Parce que finalement, les termes importants vont être ponctués aussi par les silences. C'est important aussi quand vous délivrez une information, et notamment quand le patient pose ses questions, de dire ce que vous savez, mais ce que vous ne savez pas aussi. Ce que vous ne savez pas encore parce qu'il manque tel ou tel examen, ce que vous ne savez pas parce que ce n'est pas de votre ressort, et ce que vous ne savez pas parce que personne ne peut le savoir. Hein, c'est des situations, genre, combien de temps je vais vivre? Ben, je ne sais pas. Euh, c'est très important, ça c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins, mais encore pas mal, et des fois on n'y fait pas forcément attention, c'est que c'est important de nommer la maladie. Dire le mot cancer, dire le mot, bon là j'ai pris maladie d'Alzheimer comme exemple, mais dire le nom de la maladie, sans forcément rentrer dans le détail. Hein. Moi, quand je vois les patients, je leur dis pas, vous avez un carcinome neuroendocrine à grande cellule, je leur dis, vous avez un cancer du poumon. Un cancer du poumon agressif, utilise des termes voilà, qui peuvent être compris.
Euh, mais c'est important, le terme cancer, il est vraiment important. Il faut choisir des mots qui sont simples, bah, c'est ce que je vous disais à l'instant. Un ton calme et bienveillant, ça paraît assez logique. Il faut surveiller sa communication non verbale. Ça, on en parle probablement pas assez, mais dans la communication non verbale, c'est pas forcément juste votre position, c'est vraiment le regard. Ça, c'est essentiel. Regardez les patients. Vous n'êtes pas obligé de les fixer sans cligner les yeux pendant 10 minutes, mais regardez les patients dans les yeux et quand vous donnez une information capitale, dites-leur clairement en les regardant. C'est très, très important. Ça peut changer vraiment beaucoup de choses. Et la part du non-verbal dans l'information délivrée, elle est essentielle. Des fois, les gens, ils vont pas faire gaffe à tout ce que vous allez dire, mais il va voir dans votre attitude, dans votre regard et dans le ton que vous employez, il va voir que c'est grave. Et il va voir aussi que vous avez de l'empathie. Il va voir que bah voilà, vous avez souri, vous êtes vraiment affecté par ce que vous lui dites. C'est la vérité, il n'y a pas besoin de surjouer non plus. Ça, c'est très, très important pour lui. C'est important aussi de garder un espoir raisonnable, un espoir de guérison, un espoir de rémission, éventuellement un espoir de qualité de vie, ça dépend. L'espoir, c'est effectivement vous qui allez être la limite un petit peu, hein. Souvent, c'est pas vous qui donnez trop l'espoir au malade, mais vous allez au contraire le limiter. Et ça, c'est difficile. Quand vous êtes dire, bah là, on vous opère, le but, c'est de vous guérir. Au moins, les choses sont claires. Quand l'espoir, c'est de garder une maladie sous contrôle un certain temps, il faut aussi l'expliquer comme ça. L'espoir, c'est simplement de soulager les symptômes, il faut le dire aussi dans ces termes-là. Le E de EPI, c'est pour empathie. L'empathie, moi, c'est accueillir les réactions, montrer qu'on comprend. En fait, c'est valider socialement les réactions du malade. Quand je vous disais tout à l'heure, quand le malade est angoissé, dire c'est normal d'être angoissé. Quand le malade pleure, effectivement, dire je comprends, c'est dur ce que je vous dis. Moi, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est-à-dire que je sais que c'est très dur ce que je vous dis. Ça paraît rien, ça paraît vraiment tomber sous le sens. Des fois, ça peut juste ne rien dire, mais garder le silence. Et ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas juste dans un discours technique, mais qu'on comprend le malade. Je ne veux pas dire qu'on souffre avec lui, parce que la souffrance qu'on peut avoir, elle est sans commune mesure avec la sienne, mais en tout cas, qu'on est présent et qu'on comprend ce qu'il vit. Ça, c'est très, très important. Et le dernier point, c'est la synthèse et puis la partie stratégie, c'est-à-dire bah, c'est aussi porteur d'espoir, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Après cette annonce, d'où on part, qu'est-ce qu'on va faire, et voilà un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est important dans ces cas-là, ce que je disais avant, de prévoir une nouvelle consultation. C'est important aussi d'orienter le malade éventuellement quand ce n'est pas de notre spécialité. Travailler en équipe aussi pour reformuler cette information. Attention aux données chiffrées dans la partie connaissance, vraiment la délivrance de l'information. C'est souvent assez casse-gueule d'expérience. Parce qu'on a envie, hein, on est souvent je vais dire des puits de science, mais on représente le savoir pour le malade et on a envie de dire ce qu'on sait, de montrer qu'on sait. Et des fois, on s'emporte un peu, ou des fois le malade nous demande des chiffres et on a envie de les donner. Je vous conseille vraiment de vous restreindre. Alors, il y a des chiffres qui sont un peu plus tranquilles que d'autres. C'est le pourcentage de guérison, par exemple, le pourcentage de complications, des choses qui peuvent entendre et qui peuvent aider à prendre la décision. Par contre, l'espérance de vie, ça, c'est vraiment à bannir au maximum. Euh, c'est quelque chose qui peut être vraiment traumatisant pour le malade et qui peut être très, très, très contre-productif. Donc là, voilà, pour faire un peu la synthèse des erreurs à ne pas commettre, on a vu ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, ça paraît bête, mais ne pas faire une annonce qu'on ne se sent pas de faire. Du moins, pas la faire tout de suite. C'est important de préparer les choses, de se dire, de se poser, de dire, bon, là, cette annonce, je ne la sens pas. Pourquoi je ne la sens pas? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe mieux? Des fois, ça peut être retravailler le dossier, ça peut être rediscuter du dossier en concertation, ça peut être simplement bah, déléguer à un collègue, référer le malade. Moi, par exemple, je ne me sentirais pas de faire une annonce de maladie grave à un adolescent, à un jeune adulte. Bah, des fois, ça peut être les oncopédiatres qui les voient. Enfin, c'est des choses comme ça. Annoncer par téléphone, ça c'est à proscrire. Annoncer une maladie grave, annoncer une nouvelle grave par téléphone, parfois on n'a pas le choix, mais il faut vraiment éviter au maximum. Et surtout, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est par réception de compte rendu. Le malade qui apprend qu'il a probablement un cancer parce qu'il reçoit le compte rendu du scanner ou le compte rendu à la patte, ça normalement ça n'arrive pas, c'est vraiment des choses à éviter. Donner un pronostic vital chiffré à éviter
plein de raisons, hein, parce que déjà scientifiquement, c'est pas forcément très valide. Quand on se base sur des études, c'est pas forcément les patients de la vie réelle, c'est pas ce patient spécifique-là. Et comment le patient va l'interpréter, interpréter une médiane quand on est un individu, c'est pas possible. Utiliser du jargon médical, c'est à éviter. Alors, quand il y a des termes qui doivent être utilisés très spécifiquement, par exemple, quand on parle de radiothérapie, ben, on peut pas, on est obligé de dire radiothérapie, mais par contre, on explique derrière. On dit, ben voilà, radiothérapie, voilà comment ça se passe, voilà en quoi ça consiste exactement. Pareil, quand vous expliquez finalement une chirurgie, hein, vous dites pas juste, voilà, je vais vous faire telle intervention, vous faire un Lewis Santi, un Hartmann, je sais rien. Vous détaillez les choses, vous faites un schéma, ça c'est très très important, ça permet d'expliciter les termes que vous utilisez. Ensuite, utiliser des termes ambigus, c'est à proscrire aussi. En cancéro, on est très fort pour ça, d'utiliser des termes très ambigus. Faites attention quand c'est des termes à double sens. La maladie progresse, le test est positif, ça c'est des classiques. Tout à l'heure, on disait avec Mathieu, le patient, votre papa est parti. C'est des choses qui sont qu'on peut vivre des fois et qui font qu'on peut se sentir seul parce que on fait vivre aux patients des fois un ascenseur émotionnel. Évitez de façon générale d'être péremptoire, soyez humble. On ne sait pas à l'échelle d'une maladie comment les choses vont évoluer. Vous pouvez, quand vous dites que vous êtes sûr de quelque chose, il faut vraiment avoir des arguments solides et il faut quand même nuancer des fois. On n'est jamais à l'abri de situations exceptionnelles. Et enfin, ce qui va avec, il ne faut pas craindre d'avouer son ignorance. Ça, c'est très important. Dire au malade, je ne sais pas, il est capable de l'entendre. Dire, je ne sais pas, on dit pour diverses raisons, je ne sais pas encore, mais je vais me renseigner. Je ne sais pas, c'est pas mon domaine, je vais vous référer. Ou je ne sais pas parce que personne ne le sait. Et typiquement, la question, j'en ai pour combien de temps? Moi, je vais répondre, je ne sais pas. En toute honnêteté, je ne sais pas. Je connais des chiffres, je ne sais pas dans quelle mesure ils s'appliquent à vous. Donc, je ne sais pas. Et ça, le malade est capable de l'entendre, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et en plus, il se rend compte que bah, vous êtes honnête avec lui, il a d'autant plus confiance, parce que ce qu'il faut éviter absolument, je ne l'ai pas mis là, mais ça pourrait y être en première position, c'est éviter le bluff. Ne mentez pas à vos patients, ne faites pas semblant de connaître, ne faites pas semblant d'être sûr de vous. J'ai terminé, enfin, juste sur les messages principaux. Bon, bah voilà, l'annonce, on en a dit, c'est vraiment un point de bascule. C'est souvent source de ravage psychique pour le patient et son entourage. C'est souvent inconfortable pour nous. C'est quelque chose qui nécessite du temps. C'est quelque chose qui réévolue dans le temps et qui nécessite d'être refait à plusieurs reprises. C'est un processus dynamique qui n'implique pas que nous, qui implique d'autres médecins, qui implique d'autres professionnels. Ce qui est le plus important pour nous, pour supporter cette charge de faire des annonces difficiles, c'est de créer des conditions confortables au préalable. Donc, préparez vos annonces, revenez dessus après, et pour évoluer. Et puis, bah, dernier point, c'est pour évoluer aussi, bah, il y a travailler sur son expérience personnelle et puis aussi se former aux annonces et à la communication. Oui, merci Maxime. C'est vrai qu'on a eu une expérience, nous, dans le service, on avait fait de la simulation au bloc opératoire, mais on avait fait de la simulation d'une annonce. Et il y avait un collègue qui était très partant et qui avait dit « pas de problème, moi je me porte volontaire ». Donc la simulation était filmée, retransmise dans la salle à côté. Et plus on voyait le collègue faire son annonce, plus nous, dans la salle à côté, on avait le visage déconfit. Et quand il a terminé, il est revenu vers nous et il était très fier. Il a dit « alors vous avez vu, ça s'est bien passé hein ?» Et donc, c'est vrai que se former et puis savoir comment on est perçu finalement. Et je crois qu'on a le grand intérêt aujourd'hui de la simulation qui est assez facile, des jeux de rôle, on appelle ça comme on veut, mais il faut pouvoir aussi parfois se voir faire et demander l'avis à des collègues. Je vais passer la parole à Patrick. N'hésitez pas à poser vos questions, encore faire vos remarques, parce qu'on voulait aussi ce soir dire quelques mots, non pas de l'annonce de la maladie, mais il y aura des parallèles à faire avec l'annonce d'un dommage ou d'un événement indésirable qui s'est passé. Et peut-être tu peux nous dire quelques mots sur cette façon particulière de communiquer avec les patients dans un moment un peu crucial. Je ne sais pas si j'ai les diapos. On peut passer le deuxième diaporama. Voilà. Oui, alors en fait, on est dans un contexte complètement différent parce qu'on a là un patient, on va lui annoncer une mauvaise nouvelle, hein, qu'il a eu un dommage associé aux soins, donc on est peut-être responsable parce qu'on n'a pas respecté des recommandations. Ce qui fait que le patient, il va pas nous accueillir de la même façon.
Autant dans ce que disait Maxime, bah, on est le médecin on est son ami, il va nous aimer puisqu'on va peut-être lui apporter une solution sur une maladie pour laquelle le médecin... Tandis que là, c'est différent, c'est un dommage. Et un dommage, on va chercher éventuellement des responsabilités. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut annoncer le dommage? D'abord, c'est obligatoire, c'est une obligation légale, c'est dans les droits du patient. Et donc, il y a un texte qui précise les choses, vous avez obligation de le faire. Et il y a même normalement un délai d'une quinzaine de jours à partir du moment où vous en avez connaissance. Et puis, il y a évidemment pour tout médecin le fait que ce soit un devoir moral et évidemment éthique. Donc, annoncer le dommage, on n'a pas à se poser la question, il faut l'annoncer. Ça fait partie du métier de médecin et en plus, c'est la loi. Alors, qu'est-ce qu'il attend le patient? Alors, le patient, déjà, sa réaction, elle va être différente, elle va être modulée par le comportement du professionnel. Parce que ce que veut le patient, c'est d'abord, il veut comprendre. Il veut comprendre ce qui s'est passé, s'il va y avoir des conséquences pour sa santé, et pourquoi c'est survenu. Et puis, est-ce qu'on a des actions correctives pour éviter que ça se reproduise? Et ce qu'il aime, le patient, c'est qu'on reconnaisse le dommage. Ça permet de restaurer la confiance. Alors, reconnaître le dommage ne signifie pas reconnaître une responsabilité. C'est simplement dire, bah oui, vous avez un dommage. Vous êtes tombé d'un chariot, vous êtes fracturé le nez, bah oui, vous avez un dommage, vous avez le nez fracturé. Et puis, il faut aller en transparence. Il faut dire exactement comment les choses se sont passées. Il ne faut certainement pas raconter des bêtises. C'est vraiment pas le moment. Et tout ça avec de l'empathie. L'empathie, ça ne signifie pas qu'il faut être dégoulinant, non, il faut être normal, mais en parlant avec une certaine façon pour que le patient lui donne confiance, quoi. Donc c'est ça qu'il attend, le patient. Et tout ce moment-là est fondamental. Et puis, quand est-ce qu'il faut faire ça? Je vous ai dit dans le texte légal, c'est 15 jours. Là, en fait, il faut que ce soit beaucoup plus court. Il faut le faire sans délai. Le mieux, c'est de le faire le jour même si le patient est capable de reconnaître, de comprendre. C'est un peu particulier quand on est dans les infections du site opératoire parce qu'il faut déjà avoir un peu plus de data, des résultats pour pouvoir l'affirmer. Et puis, le fait de le faire sans délai, ça établit un climat de confiance. Donc, il m'en a parlé tout de suite. C'était plus difficile que prévu, mais en fait, bon, globalement, ça s'est bien terminé. La catastrophe, c'est si le patient apprend ça avant que vous alliez le voir. Et là, alors là, à ce moment-là, il y a une perte de confiance totale. C'est même pas lui qui me l'a dit. Et là, c'est d'emblée, on rentre dans la suspicion. Et donc, ça signifie que le médecin a quelque chose à cacher. Et là, vous êtes sûr que vous allez dans les ennuis. Alors, qui est-ce qui doit faire qui est-ce qui doit le faire? Celui qui est directement impliqué, le chirurgien, l'anesthésiste, si on est au bloc, ou les deux. L'essentiel, c'est que les médecins se mettent d'accord immédiatement pour ce qu'ils vont dire. Il ne faut pas être 36 000, hein. C'est 1, 2, pas plus. Il peut y avoir la direction de l'établissement si on suspecte un dysfonctionnement matériel grave qui est à l'origine dans ce cas-là, on peut faire venir. Mais initialement, c'est le praticien et c'est lui qui va décider s'il fait appel ou pas. Pas question de voir une direction venir s'immiscer dans une histoire médicale pure. Et ce que je vous disais précédemment, ce qu'il ne faut pas faire, c'est que le brancardier qui va amener le patient, l'infirmière qui va faire les premiers dans le service, ou le kiné, qui vont passer avant et qui vont annoncer le dommage. Là, c'est la catastrophe assurée. La haute autorité de santé, là vous pouvez aller chercher ça, hein. C'est le médecin chargé du patient et aussi éventuellement celui qui a noué la relation la plus suivie, c'est-à-dire celui dans lequel le patient a investi sa confiance, qui est la personne la plus apte. Ça, c'est extrêmement important. Et comment? Alors comment? Et ça, c'est encore un truc fondamental. Il doit y avoir une version. Et cette version des faits, il ne s'agit pas de la transformer pour raconter l'histoire telle qu'on aurait voulu qu'elle se passe. Il suffit simplement de raconter la réalité, d'être complètement factuel, on n'invente rien, on est descriptif. Par contre, il faut qu'elle soit concernée
concertée même, entre les divers intervenants, parce que quelquefois on a trop tendance à vouloir s'auto-déculpabiliser et dire c'est pas moi, c'est l'autre, je vais pas le dire, mais bon, ça doit transparaître. Non. Donc il faut être plusieurs pour la rédiger, et les plusieurs, c'est ceux qui étaient autour de l'événement qui est arrivé. Cette version, une fois qu'on l'a écrite, il faut qu'elle soit simple, mais elle est définitive. On n'a plus le droit d'y toucher. Et donc, le pire, c'est s'il y a plusieurs intervenants qui vont écrire plusieurs fois l'histoire à leur façon, telle qu'ils l'ont pensée, et que ces diverses versions vont arriver aux patients. Alors là, ça veut dire qu'il y a un défaut complet dans l'équipe, que forcément, ça ne s'est pas bien passé, parce qu'ils ne sont même pas capables de raconter la même chose. Et puis, seuls les médecins, dont petit nombre, peuvent parler aux patients et à la famille. À partir du moment où on délègue ça, par exemple aux paramédicaux, aux soignants qui sont dans le service, ça peut être la catastrophe, parce que l'histoire va être transformée d'une personne à l'autre, et finalement, on ne va plus du tout parler de la même chose. Et si les patients insistent, il faut renvoyer sur le médecin. Et si deux médecins ne s'entendent pas, on prend un couple chirurgien-anesthésiste qui ne s'entend pas, et il n'y a pas de solution, il faut qu'ils travaillent ensemble et qu'ils se mettent ensemble à cette discussion. Il ne faut pas sentir le... Ah bah si, tu as parfaitement raison. Si tu mets deux médecins, le chirurgien et l'anesthésiste, qui ne s'entendent pas et qui vont annoncer la mauvaise nouvelle comme ça, c'est une catastrophe. Parce que d'emblée, si le patient sent une faille dans l'équipe, là c'est foutu. Il sait que de toute façon, c'est survenu parce qu'ils n'étaient pas capables tous les deux d'avoir le bon comportement. Donc, même en cas de difficulté relationnelle, il faut essayer un maximum de se mettre dans la tête du patient, d'oublier un petit peu et au moins de donner une apparence de bonne entente pendant ce moment-là. C'est quand même extrêmement important, même si après les choses reviennent à la normale. Mais là, il y a un effort à faire qui est tout à fait important. Alors, ce qu'il faut dire, la vérité. Comme ça, on est sûr de ne pas s'en mêler les pinceaux. On dit la vérité. La vérité, elle est unique. Donc, il n'y en a pas 36 000. Il y a une histoire qui s'est passée, on la raconte. Il faut la simplifier sans se perdre dans des détails d'ordre de spécialité chirurgicale ou anesthésiste qui n'intéressent pas le patient. Ça n'intéresse pas de savoir que le produit il s'en fout. Ça, c'est pas ça. Il faut dire globalement ce qui s'est passé. Donc, simplifier sans masquer, expliquer et surtout, ne pas faire d'hypothèses. Parce que l'hypothèse, c'est ce que va retenir le patient. Et après, quand vous allez avoir les informations définitives, il va dire « mais c'est pas ce que vous m'avez dit. Donc vous m'avez menti. » Ou alors vous n'étiez même pas capable de savoir. Donc, on peut avoir des idées, mais on ne va pas plus loin au tout début de l'annonce. Et puis, on pose souvent la question, qu'est-ce qu'on dit? Je m'excuse ou pas? En fait, on est désolé pour ce qui est arrivé. Ça, c'est facile à dire. Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. Ça montre de l'empathie et c'est la réalité. Les excuses, s'il y a une erreur de côté et qu'on a coupé la mauvaise jambe, il est évident qu'on va s'excuser. À partir du moment où c'est un ever event, c'est-à-dire quelque chose qui ne doit pas se produire, qui est totalement inadmissible pour le patient et qui est réellement inadmissible, là oui, on peut partir dans des excuses. Mais chaque fois qu'il y a une erreur qui est due à une absence de recommandation, là on est désolé et puis on verra plus tard. On ne parle volontairement pas de faute, parce que la faute c'est quelque chose qui est juridique et qui n'est pas médical. Donc on ne parle pas de faute. On peut éventuellement avoir un manquement à une règle ou à une recommandation professionnelle. C'est tout. Et puis, toujours essayer de terminer sur une note positive. Voilà ce qui est arrivé, mais voilà ce qu'on va faire pour essayer d'arranger la situation, puis on est avec vous pour le faire. Et en plus, là, on peut détailler les hypothèses thérapeutiques pour aider le patient. Et ce qui est pas mal aussi, c'est pas évident, hein. On n'est pas comme Maxime qui a vraiment l'habitude, qui fait ça tous les jours. Le médecin de bloc opératoire, heureusement, c'est beaucoup moins fréquent. Donc c'est pas mal de répéter un petit peu avant. De se dire, même tout seul dans son bureau, dire bon voilà, je vais expliquer les choses, mais de se répéter un petit peu, de façon à être dans sa tête un peu préparé. Bon, ça marche pas. Le suivi.
une fois qu'on a annoncé, puis le patient il est hospitalisé ou pas, bon, peu importe, hein, et pendant toute la durée de l'hospitalisation, il va falloir le voir régulièrement, tous les jours, lui réexpliquer, répéter. Parce qu'il y a quand même un effet, dans cette annonce, il y a un effet tunnel. Hein. Le patient, dès que vous lui avez annoncé qu'il y avait un truc qui s'était passé, il oublie tout le reste, il n'écoute plus. C'est comme pour le cancer. Donc là, il faut répéter, il faut redire. Et puis, la présence quotidienne que vous allez avoir, que ce soit l'anesthésiste, le chirurgien ou les deux, mettez-le dans le dossier. Comme ça évitera secondairement, dans une expertise, de vous entendre dire « Bon, de toute façon, il ne s'en est pas occupé, je ne l'ai jamais vu. » Bah si, il est venu tous les jours. Et s'il y a besoin de quelque chose, de soins supplémentaires, une reprise chirurgicale, un transfert, d'examen complémentaire pas forcément agréable, il faut l'expliquer. Et que le patient il donne son accord, et pas lui imposer quelque chose. Pas question de dire « demain on le remet au bloc », et puis voilà, c'est tout. Donc il faut recueillir son consentement. Et donc en gros, être attentif à ce qui se dit, et toujours avec beaucoup d'empathie. La traçabilité, vous imaginez bien que tout ça, il y a un dossier, hein, le dossier médical. Le dossier médical, ça peut être votre meilleur ami ou votre pire ennemi, hein, selon ce qu'on a mis dedans. Si on a été factuel, qu'on a tracé ce qu'on avait fait, qu'on a tracé les discussions avec le patient, qu'on a recueilli les consentements et que tout a été bien propre dedans, qu'il y a les résultats d'examen, c'est votre ami. On a souvent coutume de dire que lorsqu'on écrit quelque chose dans un dossier, il faut imaginer que quand ça se passe mal, vous avez l'avocat de la partie adverse qui lit sur votre épaule ce que vous écrivez. C'est une image, mais qui permet de dire que attention à ce qu'on écrit. Si c'est bien écrit, ça va aider. Par contre, si c'est mal écrit, qu'on a écrit n'importe quoi, et surtout qu'on a montré une distension dans l'équipe, que le chirurgien a laissé penser que c'était la faute de l'anesthésiste et vice-versa, là c'est catastrophique. Et puis on note la complication, ce qu'on y a fait, les avis complémentaires, les examens. Et puis toujours, bien évidemment, veiller à avoir le consentement éclairé, la fiche d'information. Ah, il reste une diapo. Peut-être la dernière. Ou pas. Le plus. Moi, je vois beaucoup de parallèles, finalement, quand même, entre ces deux annonces. Vous avez dit tous les deux qu'il faut se préparer et qu'on ne peut pas y aller la fleur au fusil si on n'a pas vraiment saisi l'entièreté du dossier. Le deuxième point que je relève tous les deux, c'est une démarche qui est centrée sur le patient. Finalement, il faut se mettre à la portée du patient, à la fois en donnant des informations qui soient le plus exactes possible, mais les informations que le patient pourra et voudra recevoir. Et puis le troisième point, vous en avez aussi parlé tous les deux, c'est le suivi. C'est rarement une démarche unique et c'est une démarche qui va dire. Et je pense, on n'en a pas parlé et puis on n'aura peut-être pas le temps ce soir, mais il y a tout l'apport de l'entourage au moment de l'annonce, qui sont en fait des alliés à la fois pour le patient, éventuellement aussi pour le médecin, qui peut s'adresser à quelqu'un qui a pris peut-être un tout petit peu de distance par rapport au patient qui reçoit de plein fouet les informations. Moi, je voudrais demander à Maxime, sur ce que j'ai exposé brièvement après toi, est-ce que tu retrouves là-dedans, puisque ce n'est pas ton métier de faire ce type d'annonce, heureusement d'ailleurs, est-ce que tu retrouves des similitudes ou tu vois vraiment qu'il y a de grosses différences dans ces deux annonces difficiles ? Je pense qu'il y a beaucoup de points communs finalement. Alors ça m'arrive régulièrement quand même d'annoncer, pas très souvent quand même heureusement, d'annoncer des erreurs, en tout cas des dommages, y compris sur des malades qui ne reçoivent pas le bon traitement par exemple, ça m'est déjà arrivé. C'est toujours des situations qui sont bien sûr éminemment inconfortables et qui nécessitent en fait, comme tu le disais, de bien se préparer de la même façon qu'on annonce une maladie grave. Faut être vraiment le plus confortable possible et partir. La version en fait dont tu parles, c'est ce qui correspond dans l'annonce de maladie grave à ses connaissances sur la maladie et sur le dossier du malade. Donc, il faut vraiment partir de quelque chose qu'on pense le plus objectif possible, le plus concerté possible. Et ça, c'est un point commun qui est essentiel. C'est qu'il faut, comme tu dis, il faut être clair, il faut être honnête avec le patient. Quand il y a des zones d'ombre, dire ce sont des zones d'ombre, dire aussi ce qu'on va faire derrière pour mieux comprendre, pour améliorer les choses.
Et l'après, il est très important. Ne pas s'arrêter à il y a un souci, comme dire il y a un diagnostic grave, l'impression de dire il y a un dommage lié aux soins. On le reconnaît, on dit les termes, et ça c'est très important de dire les termes. Mais après, voilà ce qui va se passer. De ne pas s'arrêter à ça, et je pense que en suivant en fait ce cheminement, on arrive à raccrocher les wagons avec le patient. Alors, dans le premier cas, c'est souvent la sidération qui est un peu l'obstacle et qui fait que des fois on a du mal à rattraper le malade. Dans le cas de l'événement désirable grave, ça peut être la perte de confiance qui peut être quand même difficile à rattraper, mais finalement, cette notion de devoir partir du malade et devoir parler de ce qui va se passer après, c'est un peu ce que je perçois aussi. Donc, il y a beaucoup de points communs finalement que je retrouve. Et finalement, dans l'approche globale, c'est assez similaire. J'ai l'impression après. C'est c'est des situations à chaque fois qui sont très très spécifiques. Donc probablement que parfois ça s'en éloigne un petit peu, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est assez similaire. Des questions? Non, il y a il y a des remerciements de tous vos propos. Je pense que, enfin, on gagne tous à rester sensibilisés parce qu'un jour ou l'autre, soit dans notre vie quotidienne d'annonce d'une maladie, soit dans un événement qui nous tombe dessus, on a vraiment intérêt, je pense, à se préparer. Merci tous les deux. On arrive à la fin de cette émission. Je vous rappelle d'ailleurs que le replay sera disponible sur le site de Brancher Solutions. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain live le mercredi 4 juin sur un sujet bien différent autour de l'intelligence artificielle en radiologie et en gastro-entérologie. L'avoir ou ne pas l'avoir, quelle responsabilité? Il y aura à la fois des gastro-entérologues, radiologues et puis un avocat parce que ça pose quelques questions médico-légales. Merci à chacun, merci à vous tous de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonsoir. Au revoir.